Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue dans le contenu de cette 11e séance du module Relations économiques internationales. Donc, dans cette séance, nous allons aborder deux cycles de négociations commerciales multilatérales, le cycle donc de Kennedy et le cycle de Tokyo. Donc, comme vous pouvez le constater à partir donc du contenu de ces deux cycles de négociation, le cycle de négociation donc de Kennedy qui va venir presque au milieu des années 60, puis le cycle de négociation commerciale de Tokyo qui va venir ou qui a eu lieu durant la décennie des années 70. Donc j'ai précisé lors de la séance dernière que le cycle de négociation ou ces cycles de négociations commerciales multilatérales ont joué un rôle fondamental dans l'histoire donc des négociations au sein de l'institution du GATT, et ces cycles ont pris les noms soit des villes où le cycle a commencé, soit de personnalités connues durant cette période en question, soit les noms des pays, comme c'est le cas de l'Uruguay. Donc pour le cycle de Kennedy, donc c'est par rapport donc à l'ex-président américain John Kennedy. Donc ce cycle donc est marqué par des confrontations entre les États-Unis et la CE. Je rappelle que dans la séance dernière, nous avons parlé des 4 premiers cycles de négociation, depuis le cycle de naissance du GATT, c'est-à-dire le cycle de Genève, puis le cycle de Torquay, puis le cycle d'Annecy, puis le cycle donc de Dillon Round. Donc ce cycle de Kennedy est en quelque sorte va s'intéresser à un certain nombre de questions et de problèmes qui sont liés, entre autres, comme nous l'avons signalé dans la dernière séance, la constitution donc de la CE, la communauté économique européenne, السوق الأوروبية المشتركة، دونك الميلاد ديال هذه المجموعة الاقتصادية التي سيكون لها انعكاسات على المفاوضات. Donc cette naissance donc de la communauté économique européenne à la fin des années 50 va en quelque sorte imposer un certain nombre de règles au niveau des négociations. Nous avons parlé lors de la séance dernière d'une de ces règles lorsqu'il a imposé ou il a proposé aux parties contractantes de réduire ses droits de douane de 20% à condition que les autres parties contractantes fassent la même chose. Et on va constater que les négociations au fur et à mesure que le temps passe, et que ce bras de fer entre l'Union européenne, ou à l'époque la CE, et les États-Unis d'Amérique, va s'affirmer au fur et à mesure que les négociations avancent. Donc, une sorte de confrontation entre la communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique. D'où est venue cette confrontation au niveau des négociations? On parle bien sûr d'une confrontation au niveau des négociations. Donc une confrontation, c'est-à-dire que chacun tente d'avoir une bonne part donc du gâteau qui est celui du commerce international. Donc cette confrontation vient du fait que les pays étant le premier pays exportateur pendant les années 60, c'est-à-dire les États-Unis, donc met la pression sur la CE, ou
ou les représentants de la CE au niveau donc des négociations multilatérales durant ce cycle, pour réduire ces droits de douane et pour les généraliser. Sinon, les États-Unis, ils menacent de suspendre les négociations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire clairement que les États-Unis d'Amérique veulent étouffer donc la relance européenne, cette volonté de construire un groupe puissant au niveau du commerce international, puisque les États-Unis, je l'ai expliqué à maintes reprises, il a bénéficié durant la période des années 50 d'un certain nombre d'avantages, notamment ceux qui sont en liaison avec la reconstruction européenne. Donc, et du coup, l'économie américaine est devenue très puissante parce qu'il n'a pas subi les effets négatifs donc, de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, il met la pression sur les négociateurs européens en leur disant soit vous continuez de réduire vos droits de douane d'une façon importante puisque vous avez construit une union douanière, soit je suspends les négociations, c'est-à-dire je sors ou je menace de sortir, ou les États-Unis menacent de sortir de ces négociations. Bien entendu, aucun pays ou partie contractante au sein du GATT ne souhaite la sortie donc des États-Unis de l'institution, tout simplement parce qu'il s'agit d'un acteur important dans l'économie mondiale, mais principalement ce qui concerne le GATT dans le commerce international. Donc ce cycle de négociation, selon les experts, constitue un tournant dans le comportement des États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est passé d'une position défensive à une autre position offensive. انتقلت من وضعية دفاع إلى وضعية هجوم. Mais c'est ce changement, ce comportement des États-Unis ou des négociateurs américains, il est venu suite à une pression exprimée par les exportateurs américains. Donc, ces exportateurs américains ont senti la montée en puissance donc de la communauté économique européenne. Donc, ils ont peur à ce que l'Europe, en construction, prend leur place du premier groupe exportateur dans le monde. Donc ces exportateurs américains ont mis la pression sur la délégation américaine pour qu'ils mettent elle aussi la pression sur la délégation qui représente la CE pour que la CE donne plus d'avantages et fasse plus de réduction de droits de douane pour continuer, pour que les Américains, donc l'Amérique continue à être la première au niveau de l'exportation ou des exportations vers le marché international. Bien entendu, les Européens qui sont en cours de construction, donc les Européens qui sont en train de construire leur groupe, leur communauté, leur union douanière, ils ne vont pas accepter donc la pression américaine. Donc ils sont hostiles à cette baisse continue des droits de douane et estiment que cela va remettre en question ou en cause la construction de leur union ou de leur association douanière. Donc ils ont refusé une baisse continue des droits de douane. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler ce que nous avons dit dans la dernière séance, c'est que ces unions douanières ne sont pas interdites par les règles du GATT, enfin, elles sont interdites, mais ils sont autorisés
si, avec un certain nombre de conditions. Nous les avons exposées dans la séance dernière. Et parmi ces conditions, c'est que lorsqu'un produit étranger, soi-disant, c'est-à-dire un produit qui est exporté vers un pays parmi les pays de la communauté économique européenne, ce produit, il doit avoir la liberté de circuler entre les pays donc, de la CE. Donc si les Américains ont fait cette pression, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup à gagner en ce qui concerne cette libre circulation donc des produits et des biens américains sur le territoire de la communauté économique européenne. Parmi les autres points traités durant ce cycle de négociation de Kennedy, les barrières tarifaires. Donc quand on parle des barrières tarifaires, c'est-à-dire cette négociation à propos des tarifs appliqués de la part des différentes parties contractantes, puis les droits de douane sur les produits agricoles. Je rappelle encore une fois que jusqu'à cette période-là, les pays ou le GATT gèrent principalement le commerce international des produits industriels. Donc les autres produits que nous avons soulignés dans la séance avant-dernière et que nous avons dit qu'ils bénéficient des exceptions ne sont pas trop concernés. C'est rare qu'on trouve la discussion à propos de produits comme c'est dans ce cycle. On a tenté, dans le cycle de ce cycle, c'est-à-dire le cycle de Kennedy, les négociateurs ont tenté d'aborder les droits de douane sur les produits agricoles, mais vous l'avez, nous allons le montrer dans le cycle de l'Uruguay. Le secteur agricole et le commerce international des produits agricoles, c'est un des secteurs qui cause énormément de problèmes pour les négociateurs parce qu'il y a des spécificités très divergentes en ce qui concerne les politiques agricoles adoptées par des différentes parties contractantes. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le cycle de Kennedy est caractérisé par la confrontation entre la CE et les États-Unis. Ce qu'on va trouver, cette confrontation va continuer dans les cycles à venir, c'est-à-dire le cycle de Tokyo et le cycle de l'Uruguay. Mais aussi cette volonté de continuer de baisser les tarifs douanières et cette volonté d'introduire et de discuter donc les droits de douane sur les produits agricoles. Donc quels sont les résultats obtenus lors de ce cycle de négociation de Kennedy? D'abord, la diminution linéaire des droits de douane n'est pas retenue. Qu'est-ce que ça veut dire la diminution linéaire? C'est-à-dire ce qui a été réclamé par les États-Unis. Nous avons dit tout à l'heure, les négociateurs américains ont demandé aux négociateurs européens de continuer de baisser les droits de douane, c'est-à-dire une demande de baisse continue, une baisse linéaire des droits de douane. Il n'est pas retenu. Plusieurs pays au sein du GATT s'y opposent, d'abord le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, c'est quand même des pays importants qui sont contre cette baisse linéaire. Donc, ils sont avec la position donc, de la CE qui refuse cette baisse continue des droits de douane. Les négociations continuent de se faire produit par produit. Nous l'avons souligné dans les 4 cycles de négociation que nous avons exposés lors de la séance dernière, le cycle de Genève, le cycle d'Annecy, le cycle de Torquay et le cycle de Dillon, où les négociateurs ont continué de discuter, de négocier en se basant sur la politique produit par produit pour essayer de trouver des solutions à chacun des produits au sein donc, du commerce international. Les Européens n'ont pas obtenu l'harmonisation des tarifs américains. Donc les Américains ont demandé une baisse continue des droits de douane, elle est refusée par les Européens. Donc ce qui est normal, que les Américains, eux aussi, vont être hostiles, c'est-à-dire vont être contre
ce qui est proposé, ce qui est demandé par les pays européens, c'est-à-dire l'harmonisation des tarifs américains, c'est-à-dire qu'ils soient des tarifs plus proches. Parce que nous avons souligné dans la séance dernière que l'administration américaine adopte des politiques tarifaires dans lesquelles il y a ce qu'on appelle les pics tarifaires. Ces pics tarifaires, c'est-à-dire que lorsque l'administration américaine veut protéger un produit américain, il n'hésite pas à augmenter les droits de douane à la frontière pour essayer donc de le protéger de la concurrence qui peut venir de l'extérieur en général, mais principalement donc de l'Union européenne qui est en train de monter en puissance durant cette période des années 60. Donc, puisque les Européens n'ont pas obtenu l'harmonisation des tarifs américains avec les siens, puisque certains droits américains sur certains produits restent fixés entre 35 et 38, comme par exemple sur le textile. D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure des produits qui ont bénéficié des exceptions dans les négociations au sein du GATT. J'ai parlé des produits agricoles, mais on a parlé dans une des séances précédentes également du textile. Et vous constatez que les Américains continuent de garder donc des tarifs douaniers élevés, 35 et 38 pour le textile. Et on va constater que ce secteur du textile va causer beaucoup de problèmes au niveau des négociations. C'est pour ça qu'il va y avoir la signature des AMF, des accords multifibres, qui va gérer le commerce ou qui va encadrer, mais aussi gérer le commerce international du textile, notamment pour résoudre le problème de concurrence entre les pays en voie de développement et les pays développés. Mais certains experts parlent principalement d'une volonté exprimée de la part des pays développés pour se protéger de cette concurrence des pays en voie de développement. Donc les AMF, ils sont venus dans ce cadre. Parmi les résultats également, une réduction significative des droits de douane durant ce round, c'est-à-dire il est de 35 pour les produits industriels et de 20 sur les produits agricoles. Donc on constate et on confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, que les réductions successives dont a fait l'objet les produits industriels a abouti au fait qu'ils ont atteint des réductions de l'ordre de 35% sur ces produits industriels, et les produits agricoles, c'est-à-dire certains produits agricoles, ils ont eux aussi vu leur droit de douane baisser de 20%. Donc la moyenne sur les produits industriels est de 8% comme réduction durant ce cycle, ce qui est pas mal pour la CE, et de 13,4% donc pour les États-Unis. Pour les pour les barrières non tarifaires, donc ça je l'ai déjà expliqué dans une des séances précédentes, quand on parle des barrières douanières, donc ces barrières douanières, ils peuvent être soit des barrières tarifaires, c'est-à-dire la question relative donc aux tarifs appliqués, donc c'est les barrières relatives donc aux tarifs, mais ils peuvent aussi être des barrières non tarifaires, c'est-à-dire les barrières non tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des comportements que j'ai expliqués dans une des séances précédentes, c'est-à-dire par exemple les quotas. Donc les quotas, c'est-à-dire quand un pays impose des quotas, c'est une sorte de barrière non tarifaire. Quand on parle des subventions aux exportations, c'est une sorte de barrière tarifaire. Quand on parle des complications administratives, c'est des barrières tarifaires, non tarifaires, pardon. كل ما له علاقة بالحواجز اللي ما عندوش طابع مالي
أو نقضي على مستوى الحدود. C'est-à-dire que je ne te bloque pas en augmentant les droits de douane, non, je laisse les droits de douane tels qu'ils étaient, mais j'invente, j'innove un certain nombre de comportements, j'adopte un certain nombre de comportements, مجموعة من الممارسات اللي كتخليك ما تصدرش في اتجاه البلاد ديالي بحال ما له علاقة بلي كوتا ولا لي سوبفونسيون ولا التعقيدات الإدارية. Donc pour les barrières non tarifaires, un seul accord est négocié sur les pratiques anti-dumping. Donc les pratiques anti-dumping, je les ai expliquées elles aussi dans la séance avant-dernière. C'est quand un pays exporte à l'étranger un bien X et il vend ce bien X à l'étranger à un prix inférieur à celui appliqué sur le territoire national. Donc ça c'est normalement interdit parce que c'est une politique adoptée généralement pour casser un concurrent sur le marché international. Et un pays X ne peut pas avoir ce type de comportement sauf si ces exportateurs bénéficient donc des subventions de l'État. Parce que vendre à l'extérieur à un prix inférieur à ce qui existe sur le territoire national, automatiquement, cela veut dire que l'exportateur, il perd de l'argent. Ici, et généralement, on n'exporte pas pour perdre de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une compensation qui vient de la part de l'État. C'est ce qu'on appelle donc les subventions à l'exportation, qui sont interdites parce qu'elles rentrent dans le cadre des barrières non tarifaires. Mais ce round a beaucoup sensibilisé les parties contractantes à ce sujet. Il a beaucoup tiré la sonnette d'alarme, il a tiré les oreilles aux différentes parties contractantes pour leur dire attention, on est dans une institution qui est le GATT, qui a un objectif qui était très clair et vous vous êtes engagé lors de votre entrée dans le GATT à ne pas prendre des mesures qui bloquent le commerce international. Et les barrières non tarifaires, c'est comme les barrières tarifaires, ils visent à bloquer donc le commerce international. Donc malgré les efforts fournis durant les négociations, donc plusieurs difficultés peuvent surgir lors de l'application des résultats, c'est-à-dire des résultats obtenus lors de ce cycle de négociation donc de Kennedy. Donc dans le troisième sous-axe, donc c'est le cycle de Tokyo ou le Tokyo Round, c'est normalement le cinquième cycle de négociation, le sixième cycle de négociation, 4 dans le tableau premier, le cinquième, le cycle de Kennedy, et le sixième, le cycle de Tokyo ou le Tokyo Round. Donc je l'ai dit au début de la séance, ce cycle de négociation est lancé durant la période des années 70 et on va constater la confirmation des éléments que nous avons vus dans le cycle de Kennedy. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le cycle, on va trouver dans le cycle d'abord une partie ou un nombre important donc des parties contractantes, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des pays qui rentrent dans le GATT et ces pays, ils sont de plus en plus nombreux. Deux, on va constater cette continuité de la confrontation. استمرار الصراع بين طرفين رئيسيين أو الفاعلين الرئيسيين في التجارة الدولية. La continuité de la confrontation entre la communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique. Donc ce cycle, le cycle de Tokyo, implique 99 nations, c'est-à-dire parties contractantes, taraf muta'aqid, et les nouveaux participants sont majoritairement des pays en voie de développement. Pourquoi majoritairement des pays en voie de développement? Parce que vous le savez, la période des années, la fin des années 50 et la Disney des années 60, c'est les Disney des indépendances.
سنوات تاع الاستقلال أو الحصول مجموعة من دول العالم الثالث على الاستقلال. Donc ces indépendances de ces pays va pousser donc les décideurs politiques et les chefs d'État, les chefs de gouvernement à mettre en place des politiques de développement de leur pays, de leurs jeunes pays donc, qui ont eu accès à l'indépendance. Et la mise en place de ces politiques de développement va nécessiter un certain nombre d'efforts. On a déjà parlé à maintes reprises de la solution des crédits à l'international, mais il va y avoir aussi la solution des investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire des pays qui vont ouvrir leurs frontières devant les investisseurs étrangers. Et en parallèle, il y a des pays qui ont tenté de développer leurs économies via le développement des secteurs économiques, et le commerce international est un de ces secteurs sur lesquels se basent les économies de ces pays. Donc, cette volonté de développer le commerce international, il va passer par l'entrée dans l'institution de GATT qui, espérant, au moins, ils ont espéré que cette intégration du commerce du GATT va leur permettre de développer leur commerce international, qui va permettre à ces pays de développer une économie importante. Donc la CE, donc formée de 9 nations en 1er janvier 1973, donc 9 nations, il y a les 3 premiers petits pays d'Europe qui étaient à la naissance du Benelux, la Belgique, l'Irlande, c'est-à-dire la Hollande et le Luxembourg. Puis après, il y a 3 autres qui ont intégré durant les années 60. Puis, au début des années 70, l'arrivée des 3 autres pays. Donc, la CE est devenue un groupe composé de 9 pays, y compris les plus importants de l'Europe, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on prend en compte le poids de ces nouveaux pays européens au sein de la CE? C'est-à-dire que la CE, il va détrôner غادي تحيد الولايات المتحدة الأمريكية من المركز الأول فيما يتعلق بالصدارة في الصادرات نحو الخارج. Donc, la CE est devenue le premier groupe exportateur mondial. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la chose dont a peur les États-Unis durant les années 60, الحاجة اللي كانت خايفة منها الولايات المتحدة الأمريكية في عشرية الستينات أصبح واقع في السبعينات. C'est-à-dire qu'il n'est plus le premier pays exportateur, c'est la CE, la communauté économique européenne, qui est devenue le premier pays exportateur. Le Japon, en tant que puissance montante et importante, parce qu'il faut prendre en considération le Japon en tant que pays qui a été bombardé par 2 bombes atomiques américaines durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 40. Donc en 30 ans, le Japon il est en train de devenir une puissance économique très importante. Il améliore sa position sur le plan du commerce international et devient un partenaire significatif suite donc à une politique d'industrialisation et de développement économique mise en place donc de la part donc des responsables étatiques japonais. Cela va même être le Japon va devenir en quelque sorte un modèle de développement pour les pays donc de la région du sud-est asiatique qui vont suivre le même chemin du Japon, c'est-à-dire le développement via le secteur d'industrialisation, et on va avoir ce qu'on appelle les nouveaux pays industriels de la région du sud-est asiatique, الدول الصناعية الجديدة لمنطقة جنوب شرق آسيا.
Le cycle est caractérisé, donc le cycle de Tokyo, est caractérisé par l'affrontement entre les États-Unis et la CE et le Japon. Donc on a un troisième concurrent qui rentre dans la scène donc, du commerce international et de la concurrence également. Et par un rôle significatif des pays en voie de développement, puisque nous avons dit tout à l'heure qu'ils sont devenus importants en termes de nombre, mais ils n'ont pas cet effectif, leur nombre ne leur a pas permis d'avoir des résultats concrets en leur faveur. Donc le cycle de Tokyo, c'est en 1972 qu'est prise la décision de principe d'engager ce cycle de négociation, mais le début véritable est retardé jusqu'à 1973 et la crise de 1973 a favorisé des politiques protectionnistes dans tous les pays du monde et le commerce mondial diminue en 1975 de plus de 5%. Donc là, on constate que le cycle de la décennie des années 60, dans laquelle s'est prévu le lancement du cycle de Tokyo, a connu un certain nombre d'événements. Le plus important pour la scène internationale, c'est bien sûr la crise économique de 1973, qui est celle liée donc à la crise pétrolière, mais aussi au conflit arabo-israélien de 1973. J'ai déjà expliqué donc ce qui s'est passé dans une des séances précédentes. Et lorsqu'il y a ce genre d'ambiance, ce genre de climat au niveau international, donc les pays n'hésitent pas à se refermer sur eux, c'est-à-dire ils adoptent des politiques protectionnistes, siyasat himaïya. Et quand on adopte des politiques protectionnistes, ça commence par l'augmentation des droits de douane et chaque pays essaye de se protéger des effets négatifs donc, de cette crise économique de 1975. Résultat des comptes, c'est une baisse du commerce mondial de près de 5% en 1975. Mais les véritables négociations de Tokyo n'ont commencé qu'en 1977. On a pris la décision de lancer un cycle en 1972. On a décidé de commencer en 1973. On n'a pas commencé en 1973 parce qu'il y a les effets de la crise. On a essayé de commencer après, ça n'a pas marché. Donc on a repoussé jusqu'en 1977. À cause de quoi? À cause d'un événement important pour les Américains, qui est celui du changement de l'administration américaine, via l'élection de Jimmy Carter, le nouveau président américain, en 20 juillet 1977. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un ralentissement dans le lancement donc, des cycles de négociations donc, de Tokyo suite à deux événements importants. Un, il concerne l'économie mondiale tout entière, c'est celui de la crise de 1973. Le deuxième, c'est le changement du président américain. Donc, la délégation américaine qui représente les États-Unis ne peut pas prendre des décisions importantes au sein des négociations parce qu'il attend à ce qu'il y ait donc l'élection de la nouvelle administration américaine qui sera désignée par le nouveau président américain. Trois thèmes principaux pour ces négociations, donc trois grands axes de négociation pour le cycle de Tokyo. Le premier, c'est la continuité de l'abaissement des droits de douane. Le deuxième, c'est quelle position vont avoir et quel traitement va avoir les pays en voie de développement. Le troisième axe, c'est les mesures non tarifaires qui ont déjà fait l'objet de discussions dans le cycle précédent, mais il n'y a pas eu la prise de décision importante, sauf celle qui concerne le dumping dont on a parlé il y a quelques instants. Donc pour faciliter les négociations, donc ces trois
grands axes, ces 3 grands thèmes qui ont été déposés sur la table des négociations des parties contractantes, ils ont organisé les négociations en 7 groupes. Donc 7 groupes de négociations, un sur l'agriculture, deuxième sur les produits tropicaux, le troisième sur les tarifs, c'est-à-dire les mesures tarifaires, le quatrième sur les mesures non tarifaires, le cinquième sur les approches sectorielles, le sixième sur le système multilatéral de sauvegarde et le dernier sur le cadre juridique donc, du GATT. Donc ces 7 groupes, il va y avoir les représentants donc, des pays et ils vont tenter de négocier en fonction de ces groupes pour faciliter les négociations des 3 axes cités il y a quelques instants. Quels sont les résultats obtenus donc, lors de ce cycle de négociation donc, ce cycle de négociation de Tokyo? D'abord, une réduction significative des droits de douane de 33%, donc c'est quand même important malgré les retards qui a concerné le cycle, soit une moyenne pondérée de 7,2 à 4,9 pour les produits industriels. Donc vous constatez l'existence de cette différence, mais cette différence elle est liée aux droits de douane qui ont été déclarés suite à ce que nous avons vu dans la première séance relative au GATT, c'est-à-dire la transparence des politiques commerciales. Deuxièmement, c'est en fonction de la situation des pays concernés par les produits industriels en question. Deuxième résultat, certains produits sont exclus de ces réductions, comme l'automobile, le textile et les semi-conducteurs. Donc l'automobile, parce qu'il y a des accords qui concernent ce secteur, on va le trouver aussi même pour le commerce international des avions civils un peu plus tard. Le textile, parce qu'il y a des accords que le gère également, comme nous les avons déjà cités auparavant. Les semi-conducteurs, donc c'est un secteur qui concerne la haute technologie, dans lequel il y a aussi un certain nombre d'accords entre les pays concernés. Donc la suppression des droits de douane comme troisième résultat sur les avions civils pour les 22 pays signataires de l'accord sur le commerce des avions civils. طائرات المدنية كاين مجموعة من الدول اللي وقعت اتفاق بيناتها. Donc la suppression des droits de douane, ici vous allez le constater, c'est aussi un avantage pour les pays développés parce que la construction d'avions civils durant cette période, c'est principalement la construction donc, des avions européens, c'est-à-dire les Airbus, et les avions Boeing donc, de la compagnie américaine. Donc, lorsqu'ils exportent leurs avions, ils ne payent pas de droits de douane parce que c'est un détail au sein des accords signés entre les pays. La signature de 9 accords qui concernent plusieurs secteurs, mais ils ne sont ratifiés que par certains pays, pas pour tous. Donc la signature de 9 accords, c'est un résultat donc, qui concerne donc, des secteurs économiques issus des 3 axes ou des 3 thèmes que nous avons signalés il y a quelques instants. Mais ces accords, ces 9 accords, ils ne sont pas ratifiés parce qu'il y a une différence entre la signature de l'accord, c'est-à-dire que vous êtes d'accord sur le contenu donc, de l'accord, mais si vous êtes d'accord pour l'appliquer sur votre territoire, il faut le ratifier. Donc vous l'avez constaté, il y a la signature de 9 accords, mais il y a certains pays qui n'ont pas ratifié ces accords. Les PED n'ont bénéficié que d'arrangements qui ont un statut juridique ambigu, c'est-à-dire ils n'ont pas bénéficié, ils n'ont pas décroché des choses importantes en leur faveur, malgré leur nombre important, tout simplement parce que la majorité d'entre eux
ne sont pas des grandes puissances économiques, donc ils ont du mal à s'imposer au niveau ou à imposer leur point de vue lors des négociations. Donc ce qu'ils ont eu en leur faveur, c'est des arrangements qui ont un statut juridique ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire un statut juridique ambigu؟ وضعية قانونية غير واضحة، يعني أنه غيكون عندهم مشاكل التطبيق النظم ديالها على مستوى التجارة الدولية. La discussion à nouveau des barrières non tarifaires qui continue donc de freiner les échanges internationaux. Donc il y a des discussions mais il n'y a pas de véritables résultats. La nécessité de trouver donc des solutions dans les négociations futures aux deux questions fondamentales. Les secteurs qui échappent partiellement aux règles du GATT, plus les différentes formes de protectionnisme. Donc, nous l'avons dit tout à l'heure, le cycle de Tokyo dans les années 70 a été perturbé. Il ne s'est pas passé dans des conditions normales parce qu'il y a la crise de 1973, il y a aussi les élections américaines qui ont tardé les négociations. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps pour discuter l'ensemble des problèmes sur la table. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une décision, laquelle ils ont dit que le cycle à venir, جولة المفاوضات المقبلة واللي غادي تكون هي جولة الأوروغواي. Ils ont dit que le cycle à venir, il doit mettre fin. سيوضع حد لماذا؟ لمشكل القطاعات الخارجة عن السيطرة على الGATT. Donc les secteurs qui échappent partiellement aux règles du GATT, c'est quoi? C'est le textile, c'est les produits agricoles et le service. Trois secteurs qui échappent au GATT, c'est-à-dire leur commerce international n'est pas soumis aux règles du GATT. La deuxième question, c'est qu'ils ont dit, ils ont pris la décision, est-ce que le cycle à venir prend des décisions claires et nettes sur les différentes formes du protectionnisme, c'est-à-dire quoi? Les différents types de barrières non tarifaires, la question des quotas, la question des subventions, la question donc des complexités donc administratives. Donc on termine sur ce point. Merci de votre attention et à la séance prochaine.